Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui, on va voir comment Donald Trump est en train de briser de manière ferme et définitive toutes les chaînes du vieil ordre mondial et de prôner la souveraineté pour les États-Unis, bien sûr, mais aussi pour tous les pays du monde. Il veut également ramener la paix et la prospérité un peu partout sur cette terre. Alors vous allez me dire, oui, la paix par la guerre, ça nous rappelle quand même un petit peu George Orwell, ce qui n'est pas totalement faux, mais il faut quand même remettre les choses dans leur contexte, l'église en plein milieu du village, et ne pas oublier que le projet de l'État profond, c'était celui établi en 1997, appelé Project 2025. Et leur but était clairement de nous propulser dans une troisième guerre mondiale et de détruire toutes les ressources énergétiques dans le but de créer une énorme famine mondiale. J'ai consacré toute ma dernière vidéo sur le sujet, donc allez la voir. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous mettrai le lien ci-dessous. Et bonne nouvelle, Donald Trump est vraiment en train de déjouer tous leurs plans et on va voir comment dans cette nouvelle vidéo de Prometheus in Action que je vous ai traduite et commentée. C'est parti. Robert Kennedy Jr. a fait l'une des déclarations les plus marquantes de la semaine dernière lors de la conférence du CPAC. Je pense que Donald Trump comprend mieux l'usage du pouvoir que probablement n'importe quel autre président que nous ayons eu, du moins depuis Roosevelt et peut-être même dans toute l'histoire des États-Unis. Je pense que mon père et mon oncle approuveraient. Je pense que s'ils étaient encore là, aujourd'hui, ils feraient le même choix que le président Trump concernant l'Iran, concernant l'Ukraine et la relance de la classe moyenne. Il a également souligné qu'il avait été élevé dans un parti démocrate très opposé à l'ALENA. Mais dès que Trump s'y est opposé, les démocrates ont changé d'avis et ont soutenu le libre-échange. Ces deux déclarations en disent plus long sur ce qui se passe réellement dans le monde que des heures interminables de couverture médiatique ou de doom scrolling. Les médias sont perdus dans le brouillard de la guerre et de la politique. Prenez The Economist. Ils vous disent que l'Iran a l'avantage et qu'un mois de bombardement n'a rien donné. Ou encore la presse grand public qui vous dit que les rassemblements du No King's Day, où l'on voit des adultes déguisés en grenouilles et des drag queens, reflètent l'humeur politique de la nation. Les propos de Robert Kennedy font table rase de tout cela. Les choix binaires entre la gauche et la droite, entre la guerre et l'anti-guerre, sont en train de voler en éclats alors que Donald Trump réaffirme les véritables politiques américaines et nous libère du carcan stratégique et économique imposé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce ne sont pas des idées nouvelles, ce sont les idées américaines les plus anciennes qui avaient été étouffées qui refont surface aujourd'hui. Donc vous avez bien entendu, Robert Kennedy Jr. dit ouvertement que son oncle John Fitzgerald Kennedy et son père Robert Kennedy Sr. auraient supporté Donald Trump dans son programme. Et il souligne une chose essentielle, les démocrates ont trahi leurs propres racines. Eux, les démocrates qui étaient normalement contre l'ALENA, c'est-à-dire souverainistes, eh bien ils sont devenus mondialistes quand Donald Trump s'est montré souverainiste. C'est donc encore une nouvelle preuve supplémentaire montrant que le combat actuel n'est pas gauche contre droite, mais tous les souverainistes contre cette secte de mondialistes corrompus. On continue. Voici les sujets que nous abordons aujourd'hui. Tout d'abord, le conflit avec l'Iran et en quoi il représente une rupture totale avec 6 décennies de politique étrangère impérialiste. Ensuite, l'importance de J.D. Vance dans les négociations. Et troisièmement, comment Peter Navarro et Scott Bessent définissent le combat par son nom, à savoir le système américain contre le système britannique. Commençons donc par ceux qui ne sont plus dans la pièce et pourquoi cela change tout. Cette semaine, les institutions de l'Empire elles-mêmes l'ont confirmé. Chatham House, le think tank phare de la politique étrangère britannique, a publié un article dont le titre aurait pu provenir de cette chaîne. La gestion par la Grande-Bretagne de la guerre en Iran montre les limites de la puissance britannique. Chatham House a également annoncé que la Commission des relations internationales et de la défense de la Chambre des Lords se rendra à Chatham House, où elle débattra de ce qu'elle appelle désormais la relation pas si spéciale et de la question de savoir si celle-ci peut survivre à Trump 2.0. L'Empire rédige sa propre autopsie et le conservatif Treehouse lui a donné le titre qu'il méritait. Le ministre britannique de la Défense explique comment la marine britannique défendra l'Occident dès qu'elle aura localisé ses navires. Ces outils du grand jeu étant mis sur la touche, observez ce qui se passe réellement. En ce moment même, à Islamabad, les ministres des Affaires étrangères du Pakistan, de l'Arabie saoudite, de la Turquie et de l'Égypte se sont réunis dans le but d'ouvrir un dialogue entre les États-Unis et l'Iran.
Non pas pour gérer le conflit, mais pour y mettre fin. La Grande-Bretagne n'est pas présente dans cette salle, pas plus que l'Union européenne ou l'OTAN. Et lorsque le ministre des Affaires étrangères du Pakistan a annoncé que l'Iran avait accepté de laisser passer 20 navires supplémentaires battant pavillon pakistanais dans le détroit d'Ormuz, il a adressé sa déclaration sur X directement à J.D. Vance, Marco Rubio et Steve Witkoff, et non à Londres ni à Bruxelles, mais aux Américains. Et le président Trump lui-même l'a republié quelques heures plus tard. Vous avez donc un quatuor islamique souverain sans passé colonial en Iran, sans le fardeau de Sikes-Picot et sans 75 ans de gestion coloniale impériale à justifier qui tente de négocier une résolution souveraine. C'est une véritable nouveauté et cela se produit parce que les anciens gestionnaires ne sont plus dans la pièce. Et oui, l'Empire britannique et toutes les institutions supranationales post-Seconde Guerre mondiale ont clairement été mises sur la touche. Chatham House elle-même a reconnu les limites de la puissance britannique pendant que le Pakistan, l'Arabie Saoudite, la Turquie et l'Égypte se réunissaient à Islamabad pour ouvrir un dialogue direct avec l'Iran sans absolument aucun contrôle de la part de Londres, de Bruxelles ou de l'OTAN. C'est vraiment un message très très fort qui a été envoyé. Donald Trump est en train de libérer toutes les nations de tous les vieux carcans impériaux. Et donc cette nouvelle diplomatie souveraine nous conduit tout naturellement au rôle central que Donald Trump a confié à son vice-président J.D. Vance comme négociateur en chef. Maintenant, l'absence de l'Empire n'a d'importance que si quelqu'un d'autre est présent et agit comme un Américain. Et c'est là qu'intervient le vice-président J.D. Vance. Le président Trump a confirmé que le vice-président Vance serait le négociateur en chef pour les États-Unis. Et Barack Ravid de Axios, qui dispose de sources bien informées, a donné ce contexte. Il affirme que l'ancienneté de Vance au sein de l'administration et son opposition bien documentée au conflit sans issue à l'étranger, selon des responsables de la Maison-Blanche, font de lui un interlocuteur plus attrayant pour les Iraniens que Witkoff et Kushner. C'est en partie pour ces raisons que Witkoff a recommandé Vance comme négociateur en chef. Et Axios cite un autre conseiller de haut rang de l'administration qui affirme que si les Iraniens ne parviennent pas à conclure un accord avec Vance, ils n'obtiendront aucun accord. Et l'article précise que Vance a directement contesté Netanyahou au sujet de l'évaluation trop optimiste d'Israël concernant le changement de régime et ses objectifs finaux, qui divergent tous deux de ceux de l'administration. Le modèle néoconservateur qui a guidé la politique américaine au Moyen-Orient pendant 30 ans ne l'a jamais fait. La politique étrangère américaine n'était qu'un outil parmi d'autres dans la boîte à outils britannique, aux côtés de la politique étrangère israélienne et de l'extrémisme encouragé par les frères musulmans. Le résultat, 30 ans de conflits contrôlés et aucune résolution. Vance adopte une approche différente, agissant en tant que responsable américain, représentant les intérêts américains, y compris notre intérêt à ne pas mener une guerre sans fin. Aujourd'hui, le rôle de Vance est public, mais il fait écho à quelque chose de plus ancien. Il fait écho au rôle que Robert Kennedy père a joué lors de la crise des missiles de Cuba. John Fitzgerald Kennedy a envoyé son frère, le ministre de la Justice, mener des discussions secrètes par des voies détournées avec les Soviétiques, car il savait que Robert Kennedy partageait son programme, le programme américain, et que les Soviétiques le comprendraient. C'est ce que Robert Kennedy Jr. souligne, pas une tactique spécifique, mais une disposition. Et cette disposition a été largement absente depuis que Franklin Roosevelt a exercé pour la dernière fois la puissance américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. L'objectif final de cette guerre était de vaincre le fascisme. Mais l'intention déclarée de Roosevelt, qui n'a pas été réalisée car il est mort avant la fin de la guerre, était de libérer le monde des méthodes britanniques du XVIIIe siècle. Malheureusement, ces méthodes sont restées intactes jusqu'à aujourd'hui car des conflits orchestrés ont empêché notamment le Moyen-Orient de connaître le développement économique et la paix. C'est exactement ce que Robert Kennedy Jr. veut dire quand il dit que Trump a cette disposition que les Kennedy avaient, c'est-à-dire un président qui agit pour l'Amérique, pas pour les intérêts étrangers. J.D. Vance est la preuve vivante que Donald Trump ne bluffe pas. Il l'a mis comme négociateur, qu'elle a su dire non à Netanyahou sur plusieurs points. Il a dit non également aux guerres sans fin et il a dit oui à la paix, ce qui est absolument primordial. Et on va continuer avec le dernier passage qui n'est pas des moindres, c'est celui où Peter Navarro, le stratège de Donald Trump, et Scott Bessent, son banquier, ont ouvertement nommé l'ennemi par son nom qui est le système britannique. Et là, vous allez très vite comprendre pourquoi les élites financières de la City sont en train de trembler. Regardez. Aujourd'hui, la même rupture que vous observez à Islamabad se produit simultanément dans les domaines du commerce et de la politique monétaire.
Et cette semaine, Peter Navarro et Scott Bessent ont tous deux donné un nom à ce phénomène. Dans une interview accordée à Politico, le conseiller commercial du président, M. Navarro, a clairement indiqué que cette administration menait une révolution. Notre politique commerciale est en train de bouleverser fondamentalement l'ordre mondial tout entier, selon les propres termes de nos adversaires. Donald Trump, en remontant dans l'histoire, s'inspirant d'Alexander Hamilton, de McKinley, d'Henry Clay, adopte essentiellement une politique, l'Amérique d'abord, selon laquelle la protection contre le commerce déloyal nous rend plus forts. Navarro rejoint donc l'ambassadeur au commerce Jamison Greer, le secrétaire au Trésor Bessent et le vice-président Vance pour affirmer que la politique de cette administration est celle des défenseurs du système américain. Navarro a ensuite clairement indiqué qu'il représente l'ancien ordre. On lui a posé des questions sur Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre et désormais Premier ministre canadien qui organise actuellement une coalition au sein de l'OMC pour tenter de contrer la politique commerciale américaine. Navarro a été direct. Il a déclaré que c'était un comportement typique de Carney. Nous avons un problème en Grande-Bretagne et au Canada avec les libéraux qui détestent Trump. Penchons-nous maintenant sur l'ancien employeur de Carney, la Banque d'Angleterre, qui a soudainement fait la une cette semaine dans une affaire éclipsée par la couverture médiatique de l'Iran et la fermeture des services publics. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, est entré en guerre contre le Financial Times, le porte-parole de la City de Londres au sujet de la Banque d'Angleterre. Le Financial Times a publié un article affirmant que Bessent avait salué la Banque d'Angleterre comme un modèle pour la restructuration de la Réserve fédérale et avant qu'il ne l'ait publié, Bessent leur avait donné un démenti officiel, mais ils l'ont publié quand même, en s'appuyant sur des sources anonymes. Bessent a donc riposté avec véhémence. En publiant un article manifestement mensonger, le Financial Times est officiellement devenu un tabloïd de bas étage aux yeux des acteurs du marché. En bref, le Financial Times a littéralement inventé de toutes pièces une position politique totalement fausse pour moi et l'administration. Et voici le clou de l'histoire. Il a poursuivi en disant qu'il y avait beaucoup à dire sur la célèbre Banque d'Angleterre, mais qu'une reproduction de son cadre opérationnel de ce côté-ci de l'Atlantique n'avait jamais été envisagée. Les journalistes et rédacteurs en chef honteux du Financial Times choquent par leur superficialité, leur manque de rigueur et leur libertinage intellectuel général. C'est la pire tradition de Fleet Street que de fabriquer l'actualité plutôt que de la relater. Alors que se passe-t-il réellement ici? Le modèle de la Banque d'Angleterre est l'architecture préférée de la City de Londres en matière de banque centrale. Bessent rejette cela. Il souhaite restreindre le mandat de la Fed et revenir à des instruments financiers et de crédit au service d'une activité économique productive. Lorsque le Financial Times a tenté de s'approprier son programme de réforme pour son propre cadre, il l'a rejeté avec force. La renaissance du système américain que Navarro poursuit dans le domaine commercial, que Bessent poursuit dans la politique monétaire, que Vance exprime dans la politique étrangère, tout cela ne fait qu'un. Qu'il s'agisse du Financial Times, de l'ordre fondé sur des règles de Carney ou de l'autopsie de Chatham House, c'est le même vieil ordre impérial qui réagit au nouveau programme américain de Donald Trump. Ce qui nous ramène à notre point de départ. Robert Kennedy Jr. au CPAC affirmant que son père et son oncle soutiendraient ce que Trump fait en Iran et sur le plan économique. Ce que Kennedy dit, c'est qu'il existe une tradition plus ancienne qui définit à quoi sert réellement la puissance américaine. Non pas la gestion des conflits au service d'intérêts financiers impériaux, ni des cadres de libre-échange qui sapent l'industrie manufacturière américaine, ni les architectures bancaires centrales conçues à la City de Londres. Mais des politiques qui soutiennent le développement national souverain, une économie productive et des politiques qui visent réellement la paix construite par la reconstruction. Hamilton l'a nommé, Franklin Roosevelt l'a réaffirmé, John Fitzgerald Kennedy a tenté de le faire revivre et Trump est le premier président depuis lors à lui redonner vie. C'est ce qui est invisible derrière les choix binaires que vous propose l'ancien ordre. Pour ou contre la guerre, libre-échange ou socialisme, resserrement ou assouplissement de la politique monétaire de la Fed.
Chacune de ces dichotomies est une cage conçue pour rendre le système américain indicible. Et oui, c'est pas juste une simple critique du libre-échange, c'est clairement un acte de guerre économique contre 200 ans de domination de la Banque d'Angleterre. Peter Navarro et Scott Bessent, nommés par Donald Trump, viennent de dire tout haut ce que les protectionnistes américains chuchotaient depuis Hamilton. L'Amérique ne sera plus jamais une colonie commerciale de Londres. Donc on peut clairement voir que sur tous les fronts, diplomatie, commerce, monnaie, Trump, Vance, Navarro et Bessent mènent exactement la même guerre, le système américain contre le système britannique. Ce n'est ni gauche ni droite, c'est uniquement l'Amérique contre l'Empire. Les Kennedy avaient commencé cette guerre, Trump est en train de l'achever. Robert Kennedy Jr. avait raison, son père et son oncle l'approuveraient totalement. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors sans aucune transition, je vais rouvrir une petite parenthèse. Si vous aimez mes vidéos, sachez que tout ce travail me prend énormément de temps et de recherche et YouTube ne me paye presque rien sur mon type de contenu, comme vous l'imaginez. C'est donc grâce à vous, via Tipeee, que je peux continuer toujours à creuser tous ces sujets sans absolument aucune censure de ma part. Même 1 euro par mois, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça me permet de payer tout le matériel, les logiciels et tout le temps nécessaire que je passe pour créer ces vidéos. Merci à tous ceux qui me soutiennent déjà. Vous êtes vraiment la raison pour laquelle cette chaîne peut rester totalement libre et indépendante. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous aime très très fort les amis et ensemble on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux, cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.